Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire Swissquote Suisse sur les faux signaux de trading, les pièges techniques. Vincent Gane, heureux de vous retrouver comme une fois par mois pour un webinaire pédagogique alors qui va durer 45 minutes avec des illustrations, beaucoup de théories et des cas pratiques sur la plateforme de trading de Swissquote Suisse. Alors, je suis très heureux de vous retrouver. Je vous propose de commencer par une rapide présentation de notre hôte, et puis ensuite nous passerons directement dans le vif du sujet. Vous bénéficiez de la section des questions pour laisser des questions pendant la présentation, que je puisse comme ça les traiter au fur et à mesure de la vidéo, qui est enregistrée d'ailleurs. Donc si vous n'avez pas la possibilité de la regarder en entier ou vous la prenez en cours, eh bien, elle sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube de Swissquote Suisse. Alors présentons rapidement notre hôte. Rappelons que Swissquote Suisse est présent donc sur 60 bourses différentes, 3 millions de produits dans le monde entier. Voilà un panorama de ce que notre serviteur du jour nous propose. Pour contacter les équipes françaises de Swissquote Suisse, vous avez donc sous les yeux les différentes informations, numéro de téléphone, boîte mail, adresse, les horaires. Bref, bon, de quoi avoir des informations pratiques ici pour les contacter. Alors, en ce qui me concerne, donc, je m'appelle Vincent Gane, j'interviens pour des formations, des webinaires pédagogiques sur les marchés financiers une fois par mois sur la chaîne Swissquote Suisse. Et donc, si vous souhaitez me suivre sur Twitter, vous avez mon compte Twitter qui est indiqué en bas de ce slide. Concrètement, je fais de l'analyse technique depuis 15, peut-être même plus 20 ans. C'est ma passion. Et donc, je vais essayer de vous présenter ce soir une présentation originale. Alors, naturellement, ici, il n'y a pas de conseil de trading ce soir. Prenez du recul. Ça reste parfaitement subjectif, même si j'essaye de mettre en avant ce que j'appelle des normes de l'analyse technique, des règles bien précises pour pas en fait que finalement l'analyste fasse n'importe quoi et analyse selon ses biais. Il y a donc certaines normes à respecter et c'est ce que je vais essayer de mettre en avant ce soir. Voilà, alors j'espère que tout le monde m'entend correctement. N'hésitez pas à me faire un message en ce sens dans la section des questions, en me disant donc que ça fonctionne. Et puis donc, bien, passons directement au vif du sujet. Alors, nous allons ce soir envisager les choses de deux façons. Le titre de ce webinaire, faux signaux de trading, pièges techniques. Déjà, nous allons commencer par définir ce qu'est un faux signal. Un faux signal d'achat, un faux signal de vente, c'est-à-dire un signal donné par le marché dans le sens de l'achat, mais finalement, la tendance haussière ne s'initie pas, et puis même, au contraire, le marché repart dans le sens opposé. En fait, ces faux signaux de trading et ou pièges techniques ne remettent pas en cause l'analyse technique, sont en l'état source de signaux de trading, c'est ce que nous allons regarder, mais aussi ces faux signaux peuvent être filtrés grâce à l'analyse technique. C'est le principe d'avoir une méthodologie. Et donc, je vais vous présenter ce soir les conséquences d'un piège technique en termes de signal de trading. Et pour ceux qui veulent filtrer ces pièges et s'en protéger ou diminuer la probabilité de tomber dans un faux signal, eh bien, j'ai fait une sélection de 8 filtres, des filtres simples, des filtres un peu plus complexes, et donc on va regarder ensuite des cas pratiques sur ce sujet. Parfait, on me dit que tout est bon pour le son, merci beaucoup Olivier, et donc bien c'est parti, on peut attaquer. Alors on passera donc pour les exemples, les cas pratiques directement sur la plateforme Web Trader, où j'ai donc des exemples à vous montrer bien concrets, mais il y a quand même quelques fiches théoriques, j'espère que vous ne trouverez pas ça trop rébarbatif, mais ça me paraît important moi de poser certaines normes, un cadre, parce que j'aime avoir cette approche rationnelle de l'analyse technique. Alors, définition d'un piège technique. L'analyse technique consiste en l'identification du sens de la tendance. Très bien. Avec les indicateurs techniques, entre autres, on porte un jugement sur l'état de santé de cette tendance. Cette analyse technique, d'un point de vue du trader, à quoi elle sert finalement? Cette analyse technique, le trader en attend l'émission de signaux. Un signal potentiel qui ne se valide pas, un signal validé, signal d'achat ou de vente validé par l'analyse technique, et donc, ou un signal qui peut être invalidé. Le piège technique, c'est un piège tendu par l'analyse technique, c'est soit un signal potentiel
qui ne se confirme pas à la clôture. Donc, typiquement, je commence par des choses simples. Le marché en séance est en train de dépasser une grosse résistance, et finalement mèche haute, et à la clôture, eh bien, le marché se trouve sous la résistance. C'était un piège technique intraday. Mais pire, le vrai piège technique, c'est un signal de trading, un signal technique actif, une validation de figure chartiste, un gros signal d'achat donné par une quelconque méthodologie d'analyse technique, et finalement, le lendemain, pas du tout de tendance haussière, et même pire, chute et tendance en sens inverse du signal. C'est ça le faux signal. Alors, le vrai piège technique, c'est un signal directionnel pris à contre-pied par le marché dans l'immédiat. Et ce faux signal génère par lui-même un signal de trading. C'est ce que nous allons voir. J'ai des illustrations qui suivent. Rassurez-vous. Donc, pour commencer simplement, le faux signal, c'est une fausse cassure de support ou de résistance, une sortie de figure chartiste, mais finalement elle est réintégrée, ou un signal qui était en train d'être donné en intraday et qui finalement ne se confirme pas à la clôture. Alors, pour beaucoup de détracteurs de l'analyse technique, ces faux signaux sont justement la preuve que ça ne marche pas. Mais l'analyse technique n'a jamais prétendu donner 100% de bons signaux. L'analyse technique, c'est juste un modèle de probabilité. Prenons une autre approche, l'analyse financière. Vous savez, l'analyse financière, les analystes financiers, pour les entreprises, régulièrement, lorsque les résultats arrivent, eh bien, il y a un consensus. Ils anticipent quelque chose, mais ils ont très rarement raison. Et donc, les analystes financiers se trompent régulièrement, les analystes économiques, dans leurs prévisions. Est-ce que pour autant, cela remet en cause la discipline? En réalité, non, parce que toutes ces approches ne sont que des modèles de probabilité. Et l'idée, c'est d'avoir une probabilité supérieure à 50%. C'est le principe de l'approche comportementale pour que cela ait un véritable apport. Mais revenons à nos moutons. Un faux signal, un piège technique, c'est d'abord, tout simplement, une fausse cassure de support ou de résistance. Alors, une cassure de résistance ou une rupture de support doit être confirmée sur la base d'un cours de clôture. Imaginons donc un signal haussier acquis en clôture, un dépassement de résistance acquis en clôture, comme ici, sur cet exemple. Je suis en tendance haussière, et là, j'ai ma bougie japonaise, je clôture au-dessus. C'est la définition de la tendance, selon Charles Ledoux, la succession des creux des sommets ascendants. C'est un signal de poursuite de la tendance haussière, mais le lendemain ou quelques séances plus tard, finalement, je réintègre le niveau. Cette résistance qui était dépassée, qui était censée faire support, finalement non, et elle retrouve son statut de résistance. Là, c'est un piège technique haussier, faux signal haussier ou bull trap. Un faux signal peut être aussi, pour les adeptes des configurations techniques, l'invalidation d'une figure. Alors, vous savez que les configurations chartistes sont de deux catégories. Les configurations de continuation et les configurations de renversement. Vous avez sous les yeux une configuration chartiste que je pense beaucoup d'entre vous reconnaissent, l'épaule tête-épaule inversée, qui est une figure de renversement haussier. Effectivement, eh bien, la ligne de coup est dépassée ici, elle est donc activée, c'est censé être un signal de début de tendance haussière, et finalement, quelques séances plus tard, le marché réintègre la ligne de coup et rechute en sens opposé. C'est à nouveau ici un faux signal de trading. Alors, il y a deux philosophies que le trader peut adopter par rapport à ces faux signaux. Et ces deux philosophies sont ici. La première philosophie, c'est de considérer que ces faux signaux sont en l'état un signal de trading. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait un faux dépassement de résistance ou une fausse sortie de figure, systématiquement, il y a le contre-pied. C'est-à-dire que nous avions ici une résistance qui a fait longtemps résistance, qui est enfin dépassée, qui est censée être support. Et finalement, on retourne en dessous. Ce qui signifie qu'en fait, elle a conservé son statut de résistance, même encore beaucoup plus fort qu'avant. Le marché n'a pas réussi à faire ce qu'on appelle le changement de polarité, de transformation de résistance en support. Ici, c'est la même chose. Longtemps résistance dépassée et finalement le marché revient en dessous. C'est une résistance renforcée, confirmée dans son rôle. Et donc, dès lors que cette résistance est confirmée dans son rôle et celle-là aussi, c'est la tendance opposée au piège technique qui reprend le dessus de manière verticale. Et ça, c'est quasiment systématique. On a le contre-pied vertical, la chute verticale et en l'état, la réintégration
donne un signal de trading très pertinent, qui est ici un signal de vente, et il y a des objectifs, je vais donc vous montrer ça, mais il y a une norme qui dit que lorsqu'on réintègre une figure, lorsqu'il y a un faux signal, eh bien, on vise la base de la figure, le retour à la case départ. Donc, en l'état, le faux signal ne remet pas en cause l'analyse technique des marchés financiers parce que ce n'est qu'un modèle de probabilité. Les pièges, les faux signaux en font partie, tout comme les analystes financiers vont régulièrement se tromper dans le consensus de prévision des résultats des entreprises. Mais beaucoup plus intéressant, le faux signal donne immédiatement un nouveau signal de trading qui là se révèle très souvent être très efficace avec un fort momentum. Donc là, bon, je vais un peu loin, mais je pense vraiment qu'on peut voir les choses comme ça. Alors donc, pour résumer, ce piège technique, ce faux signal, le faux dépassement de résistance de support, fausse sortie de figure, soit on peut l'accepter comme un signal de trading à part entière, un nouveau signal, on peut le refuser et en fait chercher à trouver des outils pour justement prévoir qu'il s'agit d'un piège, des outils techniques qui permettent de dire qu'ici ce n'est pas la validation d'une épaule tête épaule inversée, qu'ici il faut se méfier de cette dépassement de résistance, ou on peut avoir encore les deux approches combinées. Et bien moi donc je vais vous montrer dans cette présentation comment avoir une approche normée de la réintégration, du contre-pied, et une sélection de filtres pour se protéger des faux signaux. Voilà l'objet de la présentation de ce soir. J'espère que cela va vous plaire. Mais c'est assez théorique, ça me paraît quand même important de poser les choses de cette façon. Alors, quelques exemples avant de continuer davantage. Vous avez ici, je reprends un graphique, le graphique du cours du Bitcoin, le contrat futur. Simplement, toujours, nous sommes dans la partie définition, la différence entre donc un bon signal et un faux signal. En tendance haussière, le bon signal, je casse une résistance, c'est un signal de poursuite de la tendance haussière. J'ai même ici le retour, le pullback, et la tendance continue de se déployer. Et surtout, lorsqu'on dépasse une résistance, elle devient support. Et là, c'est un bon signal. Arrive un moment où cette tendance sature, fatigue. Nous avons ici un nouveau dépassement de résistance qui est censé faire support. Finalement, c'est réintégré. Et regardez, retour dans le bas du range précédent. Retour à la case départ. Ça, c'est donc un faux signal. Voilà donc pour la différence entre les deux. Alors toujours ici pour illustrer bon signal versus faux signal. Et nous ici, nous allons chercher à identifier ça, à identifier un signal comme ayant une forte probabilité d'être un faux signal. Alors un bon signal ici, typiquement, j'ai ici une figure de sommet, une sorte de rounding top, je sors par le bas, je pull back et la tendance change. La tendance est baissière, j'ai ici une figure classique épaule tête épaule inversée qui doit, d'un point de vue chartiste, avoir de bonnes probabilités de relancer la tendance haussière. Je casse la ligne de coup, changement de polarité, quelques séances, et ici, sur cette séance, ici, réintégration, je reprends la bougie de cassure, piège technique, et regardez où va le marché, retour, même en deçà, de la base de la figure qui était censée renverser la tendance. Bon, ça, c'est donc pour illustrer de quoi nous sommes en train de parler. Alors, je continue, puis on va passer sur du plus concret avec des exemples de marché. Restons concentrés, si vous voulez, sur ce faux signal. Pour l'instant, nous n'abordons pas le sujet des filtres. On ne cherche pas à s'en protéger. Nous sommes dans un cas de figure où le trader accepte le faux signal. Il l'accepte en tant que tel. Lorsqu'il l'accepte, il doit connaître ses conséquences. La conséquence d'un faux signal sur l'action des prix, c'est la génération de deux signaux de trading potentiels. Celui qui revient systématiquement, je l'appelle l'effet de contre-pied sur l'action des prix. En clair, suite à un faux signal haussier, eh bien, très souvent, le marché donne un signal de trading baissier avec un momentum très important, car c'est définitivement la preuve que la résistance ne sera pas dépassée. Le contre-pied, c'est un mouvement vertical, dans le sens opposé à celui du faux signal. Et ça, il y a pléthore d'exemples, et j'en ai une sélection que je vais vous montrer sur différents marchés. Et donc,
Que dit la théorie? Existe-t-il une façon de traiter cela? Eh bien, c'est assez simple, ma foi. Il y a une norme, une règle au sein de l'analyse technique pour l'objectif de cours de ce faux signal, de cette réintégration. Il s'agit de viser la base de la figure dont le marché est faussement sorti. C'est en fait un retour à la case départ. Deuxième signal possible donné suite à un faux signal, alors je l'appelle ici la magic pattern, vous allez comprendre pourquoi. Lorsque l'on, il y a deux types de configuration chartiste, les figures de renversement et de continuation. Lorsque l'on sort par le bas d'une figure de renversement baissier, typiquement une épaule tête-épaule, la ligne de coup est censée, la base de la pattern est censée faire résistance. Lorsqu'on réintègre cette figure, eh bien en réalité, ça démontre que le premier rôle du niveau horizontal brisé, qui était donc ici, vous avez l'exemple d'une épaule, tête, épaule, je casse la ligne de coup, et finalement, piège technique, faux signal, je la réintègre. Qu'est-ce que ça nous démontre? Le fait de réintégrer le niveau horizontal qui était censé donner le point de départ d'une chute. Ça nous démontre que non seulement ce niveau eh bien, reste, non seulement ce niveau n'est pas une résistance, il n'y a pas eu de changement de polarité, mais surtout qu'il retrouve son statut d'avant, qui était un statut de support. Et suite à ce piège technique, définitivement, c'est un statut de support acquis, renforcé, quasi, ensuite avec une probabilité de succès de quasi 100%. Bon, j'exagère, mais en tout cas, ça renforce le statut initial du niveau initial de déclenchement du faux signal. Et ce qu'on appelle la magic pattern, eh bien, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est le fait ensuite de revenir dessus. Étant donné que c'est un niveau de support, ici, qui était fragilisé, qui est censé devenir résistance, mais qu'on réintègre, il redevient un niveau de support, mais de super support. Et si par hasard, on revient le tester, alors ça, c'est une configuration superbe qui arrive rarement. C'est le point d'entrée vraiment quasi parfait. Ça n'arrive pas tout le temps naturellement. Alors, quelques exemples. Ce sont d'abord des captures d'écran et ensuite, on passera sur la plateforme. Alors, quelques exemples, donc vous en avez un sous les yeux, permettez-moi de m'hydrater un peu. Quelques petits exemples ici, donc justement, sur le cours de l'euro-dollar. Donc, vous retrouvez la figure que je viens de vous montrer. Excusez-moi. En fin de journée, le lundi, les cordes vocales fatiguent. Alors, vous avez sous les yeux un graphique qui expose les bougies japonaises en données journalières du cours de l'euro-dollar. Voilà donc la tendance haussière. Voilà l'épaule tête-épaule que je viens de vous montrer. Elle était superbe. Ici, moi je me souviens parfaitement de ce jour-là. Cassure de la ligne de coup. Vous avez ici épaule, tête-épaule. C'est une figure de renversement baissier. Et donc, toute cette tendance haussière était censée être terminée d'un point de vue chartiste. Cassure de la ligne de coup, quasi pullback. Et beaucoup à ce moment-là visaient un retour à indice. Et finalement, réintégration. Eh bien, ce qu'on appelle la magic pattern, c'est le fait de revenir tester ce niveau qui était support, qui est censé devenir résistance, mais qui est réintégré et qui devient de statut de support, devient un super support. Et lorsqu'on revient une fois s'appuyer dessus, et même encore ici une deuxième fois, eh bien, c'est en l'état un signal de trading. C'est un signal de trading, c'est un point d'entrée à l'achat. Mais il est assez rare qu'on revienne tester ce niveau qui finalement a gardé son statut initial, celui de support. Donc, le contre-pied et ce que j'appelle la magic pattern sont deux signaux en l'état donnés par ce faux signal. Donc, au final, le faux signal, on peut chercher à s'en protéger, mais il génère aussi par lui-même un signal qui, lui, est par contre très fiable. Alors, revenons sur le contre-pied. Le contre-pied, la réintégration, l'annulation de la bougie de cassure, est en l'état un signal de trading dans le sens opposé du faux signal. Donc, en gros, ici, un signal d'achat. Quel est l'objectif? Ce que nous dit l'analyse technique, ce qui est constaté empiriquement, c'est que la cible, c'est de revenir dans la partie opposée, la base de la figure qui a été invalidée. Et donc ici, nous avons l'épaule, tête-épaule. La cible de la réintégration, c'est de revenir chercher la partie la plus haute de cette configuration chartiste.
Et donc, on voit que lorsque le marché est revenu, il a marqué une petite pause et ensuite la tendance s'est poursuivie. C'était ici l'objectif de cours de cette réintégration. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, voilà, ce sont les quelques normes techniques. Finalement, c'est assez simple, hein, la présentation de ce soir, mais finalement, ce sont des éléments assez simples en chartisme qui sont souvent sous-estimés, qui me semblent intéressants. Vous allez voir, j'ai beaucoup d'exemples concrets sur différents actifs. Alors, aurons-nous accès aux slides, me demande-t-on? Alors oui, en réalité, les slides, je les mets ensuite à disposition de Swissquote Suisse. Excusez-moi, et donc au format PDF, et je les transmettrai, et donc vous aurez la possibilité de le demander à votre contact habituel chez Swissquote Suisse, qui pourra vous donner du coup. Oui, et puis d'autre part, cette présentation est enregistrée, donc elle sera disponible sur la chaîne YouTube de Swissquote Suisse, et donc là, vous retrouverez tous les slides, vous pouvez faire des captures d'écran, ce que vous voulez. Donc, résumons, nous n'avons pas encore commencé à voir les filtres, nous sommes que dans le faux signal. Donc, le changement de polarité n'a pas lieu, le support redevient un super support, la résistance une super résistance. On vise la figure chartiste réintégrée, on vise la borne opposée de la figure, très bien. En ce qui concerne les ordres de trading, je reviens sur les exemples, il y a deux ordres de trading majeurs. Lorsqu'on réintègre ici une figure, il s'agit de l'ordre à cours limité. Alors, la maîtrise des ordres de trading, c'est très important. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez voir avec le support de Swissquote Suisse, mais lorsqu'on réintègre ici une figure, là, le marché est revenu deux fois ici, mais ce n'était pas acquis, mais au cas où il y revienne, il faut utiliser l'ordre à cours limité, l'ordre en attente d'exécution, l'ordre d'achat à cours limité, et là, qui aurait donc été exécuté. Pour se protéger ici du piège technique, c'est bien sûr l'ordre stop de protection, et mieux que ça, en cas de réintégration, puisque c'est un signal de trading, c'est un ordre d'achat stop qui peut être positionné au-dessus du niveau, car je réintègre la figure, je sais que je vais aller en contre-pied, et donc j'ai un ordre d'achat stop, c'est-à-dire que lorsque le prix est touché, donc juste au-dessus de la ligne de coût, ça devient un ordre d'achat au marché. Donc ça, c'est important, il faut maîtriser les ordres de vente ou d'achat stop ou seuil de déclenchement, il y a plusieurs libellés, et l'ordre à court limité en ce qui concerne la Magic Pattern. Voilà donc pour la première partie de cette présentation, le faux signal, le piège technique en lui-même, et donc ce qu'il génère, le signal de trading, par contre, pertinent qu'il génère. Maintenant, imaginons, ces pièges techniques, au contraire, vous fatiguent, ces réintégrations, ces pièges, ces sources de pertes, effectivement, et vous voulez les éviter. Très bien, logique. Finalement, c'est le réflexe. Chercher à ne pas tomber dans le faux signal. Alors, il n'y a rien d'infaillible à 100%, mais il existe des outils, l'analyse technique en présente un certain nombre, qui permettent d'en filtrer certains et de diminuer la probabilité de tomber dans un faux signal. Des choses à la fois simples et un peu plus complexes. Ici, ce n'est absolument pas exhaustif. C'est vraiment issu de ma méthodologie. Donc, voilà, c'est une sélection que je vous présente. Il y a tout d'abord la base du chartisme, vraiment la base, et qu'on oublie, qui je trouve trop sacrifiée, ces bases de l'analyse technique que personne ne veut prendre le temps de bien maîtriser. Mais la meilleure façon de se protéger d'un faux signal, combien de fois nous nous sommes retrouvés en séance face à un marché qui commence à attaquer une résistance, de la volatilité, on y croit, on se dit ça part, le marché part sans moi, et finalement à la clôture, mèche haute, et finalement pas de dépassement de résistance. Bon, la façon de base de se protéger, de limiter le faux signal, c'est d'attendre le cours de clôture sur son horizon de temps concerné. Mais voilà, c'est vraiment basique. Autre façon, et ça c'est vraiment sous-estimé, c'est le multi-time frame. Imaginez donc la tendance haussière, j'invente du cours de l'or à l'époque, ou n'importe quel actif, on arrive au contact d'une résistance. Généralement, les résistances étaient franchies sans difficulté, et là, elle est réintégrée. Mais qui vous dit que cette résistance, vous êtes sur votre graphique intraday, qui vous dit que cette résistance n'est pas une énorme résistance sur le graphique mensuel? Et trop peu de day traders regardent les horizons de temps hebdomadaires mensuels. Ils n'ont pas le recul du long terme. Et s'il s'agit d'un niveau historique, d'un pivot de 20 ans, 30 ans, la probabilité qu'il y ait un faux signal augmente fortement. Donc, l'idée, c'est de ne pas bâcler l'étude de tous les horizons de temps. Ça aussi, c'est très basique, mais on n'y pense pas, le multi-time frame. Alors, bien sûr, l'étude du volume, puisque
le prix avance avec le volume. Et lorsqu'en tendance haussière, on dépasse une résistance, on s'attend à une augmentation du volume. On va regarder un exemple institutionnel. La divergence de momentum, la lagging span du système Ishimoku, la participation institutionnelle. La meilleure façon de filtrer les pièges techniques, les faux signaux, c'est de savoir ce que font les traders pros. Bien. Est-ce que eux sont dans la tendance haussière ou pas? Si oui, eh bien, il y a la probabilité que le dépassement de la résistance soit bon et fort. Si par contre ils n'y sont pas exposés, ça peut être un faux dépassement de résistance. Les corrélations intra-marché, et je vais vous présenter les indices de vie sur le Forex pour filtrer les pièges techniques. Voilà, donc c'est parti, je continue. Alors, un slide ici tout à fait basique. Les 3 filtres de base en provenance du chartisme. Trop souvent, je trouve, sous-estimé. Alors, la façon numéro 1, le cours de clôture. Vous savez, celui qu'on ne veut jamais attendre, surtout lorsqu'on colle à son graphique en permanence. Mais au sein de toutes les représentations graphiques, et il y en a un certain nombre des représentations graphiques, et je peux montrer ici, celles qui sont disponibles sur la plateforme Web Trader, voilà les représentations graphiques. De toutes ces représentations graphiques, beaucoup s'interrogent sur le savoir quelle est la plus importante. Eh bien, sans ambiguïté, le cours de clôture a toujours le dessus. Le cours de clôture n'écarte pas à 100% le risque de faux signal, car on peut ensuite réintégrer le niveau, mais ça diminue la probabilité. Le multi-time frame, je viens donc d'en parler, même si vous tradez en intraday, en H1, en H4, voire même en dessous, il faut avoir connaissance de ces niveaux de long terme, des niveaux de chartistes, des graphiques de long terme, car viendra un moment où le graphique intraday va s'y confronter, où par exemple une bougie japonaise en données horaires va attaquer cette résistance. Si vous ne savez pas que cette résistance, on la voit sur le graphique mensuel, eh bien, avec une forte chance du coup de faux signal intraday, eh bien, c'est derrière un faux signal et une perte. Donc, je dirais prendre le temps d'avoir au moins identifié ces principaux niveaux d'horizon de temps supérieurs. À rappeler quelque chose, si vous avez une résistance, je prends encore l'exemple d'une résistance dans une tendance haussière, identifiée sur un graphique hebdomadaire ou mensuel, le fait de faire une cassure technique en journalier, donc vous avez une résistance hebdomadaire. Le fait d'avoir une cassure, par exemple, le mardi soir ou le mercredi soir, uniquement pour données journalières, n'est pas suffisant pour valider un signal. Il faut attendre la clôture du vendredi, la clôture hebdo. Et ça, souvent, lorsqu'on n'attend pas, ça donne des faux signaux. Et enfin, les données de volume. Bon, ça, c'est très simple. Effectivement, en tendance haussière, le volume augmente lorsqu'on dépasse les résistances. C'est normal. Les mains fortes rentrent dans le marché, créent le signal. Dès lors que on redépasse une résistance, mais que le volume est très faible, là, il faut se méfier. C'est basique. On va regarder des exemples. Je continue donc. Quelque chose dont nous avons déjà parlé. Moi, bien sûr, j'associe toutes ces approches. Une façon de se protéger des faux signaux, des pièges, c'est de travailler le concept de momentum. Alors là, je vous renvoie au webinaire que je vous ai proposé, je crois, il y a 2 mois, sur l'indicateur technique de momentum, le MACD et le RSI, avec le principe de la divergence. Le principe de la divergence, c'est lorsque le marché donc est en tendance haussière, réalise de nouveau plus haut, monte et monte de plus en plus vite, et arrivera un moment où l'indicateur technique, qui mesure la vitesse sous-jacente de la tendance, eh bien, ne fera plus de nouveau plus haut avec l'action des prix. Et ça peut être souvent la première fois. Eh bien, une façon toute simple de se préserver d'un faux signal, c'est tant que le prix converge avec son momentum, tant que le prix converge avec sa vitesse, eh bien, se lancer dans le signal, y croire, lui faire confiance, mais dès lors qu'il y a la moindre divergence, eh bien, ne pas prendre le signal ou attendre une confirmation du changement de polarité ou diminuer son exposition ou son volume. Mais voilà une façon de le faire. Les divergences, ça n'arrive pas tous les 4 matins et c'est une façon très simple. Moi, mon indicateur technique favori, c'est le RSI et vous allez voir quelques exemples. Systématiquement, lorsqu'il y avait une divergence, il y avait une forte probabilité que ce soit un faux signal avec derrière le contre-pied. Donc, une façon de filtrer les faux signaux, c'est de maîtriser, de faire le choix d'un indicateur dit de momentum. Donc là, vous avez la vidéo dans la playlist sur la chaîne Swissquote Suisse où je parle de ces indicateurs, mais de faire le choix au moins d'un.
Et systématiquement, je prends encore l'exemple d'une tendance haussière, en cas de dépassement de résistance, s'assurer que le momentum, l'indicateur technique, converge. Alors, je n'ai pas, depuis que je propose quelques webinaires pédagogiques sur la chaîne, je n'ai pas proposé donc de vidéos sur le système Ishimoku. Karen Pelwal le fait régulièrement sur la chaîne Swissquote Suisse, c'est elle l'experte. J'ai ici donc un slide qui ne parle pas du système Ishimoku dans sa totalité. Pourquoi? Alors pourquoi j'en parle? Au sein du système Ishimoku, il existe un système anti-faux signal, qui est vraiment, moi, qui m'a fait m'intéresser au système de l'Ishimoku. Il s'agit donc de la lagging span ou du Shinku span. Vous retrouvez ici un slide avec les différentes composantes de l'Ishimoku. Je ne traite pas ici de ces composantes-là, mais juste d'une seule, le Shinku, lagging span. Il s'agit donc du cours de clôture du marché actuel, ramener 26 périodes dans le passé. Déjà noté que la lagging span se construit sur le cours de clôture, qui est, comme nous l'avons vu, le cours le plus fiable pour éviter les faux signaux. Il est en plus ramené 26 périodes dans le passé. Et donc, on ne va pas rentrer dans les détails ici de l'Ishimoku, mais c'est un système complet. Pourquoi? Parce que lorsque l'action des prix donne un signal avec Ishimoku, imaginons le prix sort par le haut du nuage. Lorsque le prix est au-dessus du nuage, c'est une tendance haussière. Mais ce signal haussier, le fait de sortir par le haut du nuage, n'est valide que si la lagging span ne s'y oppose pas. Et ça va même plus loin que ça. Dans le jargon du système de l'Ishimoku, on peut dire que la lagging span peut invalider le signal sur les prix. Donc c'est même plus qu'un filtre, c'est une sorte de parrain qui doit donner son accord. Et moi, cette lagging span m'a souvent impressionné pour éviter d'avoir un faux signal. Je vais vous remontrer des exemples. Peut-être même encore plus percutant que la divergence de RSI. Donc, c'est une autre proposition pour éviter les faux signaux, les pièges techniques, c'est de jeter toujours un œil, si je casse un support ou une résistance, au positionnement de cette composante de l'Ishimoku, voir si elle valide ou pas l'action des prix. Alors, je continue, je vérifie que tout fonctionne normalement, ça semble être le cas, c'est parfait. Alors, maintenant, une petite aparté, nous décrochons pour avoir un focus sur le Forex. Je ne sais pas si parmi vous, donc certains s'intéressent au marché d'échange, aux paires majeures en dollars, trade le marché d'échange, l'euro-dollar, le GBP, USD, etc. Comment y a-t-il des outils propres au marché d'échange pour se protéger d'un faux signal sur le Forex? Eh bien, oui. Il s'agit des indices devises. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un indice devise? Un indice devise, c'est une moyenne pondérée de plusieurs taux de change face à une devise principale. Typiquement, lorsqu'on parle de l'euro, on parle souvent de l'euro-dollar, mais ce n'est pas le cours de l'euro face à toutes les autres monnaies. En fait, l'indice devise, il fait la synthèse, par exemple l'indice devise euro, il va faire la synthèse du cours de euro-dollar, euro-GBP, euro-yen, etc. C'est une approche globale de la devise en question. Les traders institutionnels n'ont Dieu que pour ce qu'on appelle le dollar US index, l'indice devise dollar américain. Son code, c'est DXY. Vous en avez ici sa composition. Et le rôle du dollar US, DXY, c'est de donner la vraie tendance de fond du dollar américain. Et vous voyez qu'il n'y a que 57% d'euro-dollar. Et j'ai très souvent vu l'euro-dollar, par exemple, dépasser une résistance, et donc c'est baissier pour le dollar US, mais l'indice devise ne pas casser de support. Et systématiquement, c'était un piège technique de l'euro-dollar qui réintégrait la résistance. Donc, dès lors qu'il y a sur l'euro-dollar, je prends cet exemple, un signal, un dépassement de résistance, une cassure de support, il faut s'assurer systématiquement que le dollar index, son code DXY, c'est public, c'est consultable partout, notamment sur les graphiques donc TradingView, eh bien, donne le signal opposé. Il est inversement corrélé, puisque dans euro/USD, USD c'est la contrepartie, si euro-dollar cache une résistance, c'est USD qui est baissier. Donc ça, c'est vraiment percutant, propre au Forex,
et pour filtrer d'éventuels faux signaux, pardon, sur l'euro-dollar, mais toutes les paires en dollars finalement. Alors, une autre façon, c'est facile de se protéger contre les faux signaux, c'est de savoir ce que font les traders pros. Oui, voilà, après, on ne sait pas en temps réel ce que font les traders pros, mais sachez qu'aux États-Unis, les données sont publiques. Les traders institutionnels, eh bien, enregistrent, leurs opérations sont enregistrées auprès du régulateur des contrats futurs aux États-Unis, et une fois par semaine, eh bien, le régulateur américain des contrats futurs donne le positionnement des traders institutionnels, ce qui permet d'avoir le suivi semaine après semaine de la tendance de fond qu'ils suivent. Et donc, imaginons que l'euro-dollar, encore lui, casse une résistance, mais que l'observation des positions des traders institutionnels nous montre que depuis 2-3 semaines, eh bien, ils sont de plus en plus à la vente. Eh bien, la probabilité qu'il s'agisse d'une fausse cassure de résistance est énorme, alors, comment y accéder, je vais vous montrer tout ça. Mais c'est donc très important, ces données de positionnement des traders institutionnels. Il y a plusieurs façons. Alors, il y a ce qu'on appelle le rapport Commitment of Traders, donc de la CFTC, qui est donc le régulateur des contrats futurs aux États-Unis. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'actifs qui sont suivis. Il y a aussi la possibilité de s'intéresser à ce que font les institutionnels sur le marché des options. Sont-ils exposés essentiellement sur des calls ou des puts? Et ces données sont aussi publiques pour éviter d'être à contre-tendance des traders institutionnels qui statistiquement gagnent. Alors que le trader privé, malheureusement, on sait que statistiquement, la majorité perd. Et donc, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ces données sont publiques. Ce n'est pas du temps réel, c'est une fois par semaine, mais c'est une autre façon de juger si un dépassement de résistance ou une cassure de support est fiable ou pas. Alors, je continue, je jette un œil à la section des questions pour voir donc s'il y a des questions. Ici, surtout, vous êtes toujours là. J'espère que je ne vous ai pas perdu ou ennuyé. Vous trouvez la présentation intéressante. On approche de la fin de ces slides théoriques. On va regarder des exemples sur la plateforme en temps réel, mais ça me paraissait quand même important de poser les choses comme ça d'un point de vue théorique. Encore une façon assez logique de se protéger des faux signaux, ce qu'on appelle les corrélations intermarché ou intramarché. Alors, qu'est-ce que c'est? L'approche intermarché, l'approche intramarché. L'approche intermarché consiste à filtrer les signaux de trading en intégrant les corrélations entre les différentes classes d'actifs. Les différentes classes d'actifs, le marché action, les matières premières, le marché d'échange, le marché du crédit, les crypto-monnaies. Certains actifs peuvent être liés entre eux par de puissants coefficients de corrélation linéaire. C'est très important. Typiquement, l'exemple du pétrole et du dollar canadien. Le dollar canadien est corrélé positivement au prix du pétrole. Si un jour, vous avez une cassure de résistance par le dollar canadien et que le cours du pétrole casse aussi une résistance, c'est un signal extrêmement fiable. Du fait des corrélations, la cassure de résistance du dollar canadien est confirmée par le pétrole qu'on sait historiquement corrélé positivement. Dans le cas contraire, il y a un risque de faux signal. Donc, il faut connaître les corrélations principales, ou en tout cas, si vous avez l'habitude de trader un actif plus qu'un autre, essayez de se renseigner, savoir s'il y a des corrélations historiques. Et du coup, chercher la confirmation sur l'actif corrélé, sans trader pour autant, mais ça permet là aussi de diminuer la probabilité des faux signaux et d'identifier les très bons signaux. L'approche intramarché, c'est la même chose au sein d'un même marché. Je m'explique. Si, prenons l'exemple du marché action. Le marché action, l'action Société Générale cache une résistance. Mais le même jour, l'action BNP Paribas casse un support, l'action Crédit Agricole casse un support, le secteur bancaire européen casse un support. Il y a une probabilité importante que cette cassure de résistance du Société Générale soit rapidement prise à contre-pied. Mieux, sur le marché des métaux précieux, l'or et l'argent et tous les métaux précieux, vous avez le palladium qui casse une résistance, ce métal précieux. Et finalement, industrielle. Et l'or, lui, l'or ne fait rien. Encore un autre exemple, l'argent casse un support, l'argent métal. Et l'or, pas du tout.
la probabilité que sur l'argent ce soit une fausse cassure de support est énorme, tellement il y a une corrélation positive entre les deux. L'or est leader. Donc, ces corrélations entre les différentes classes d'actifs ou au sein d'une même classe d'actifs, il faut les connaître pour filtrer les faux signaux et diminuer la probabilité de tomber donc dans un piège technique. Alors voilà pour les différents slides. J'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé, hein, ces différents slides théoriques. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder des exemples de ces différents filtres de contre-pied pour aller au-delà des captures d'écran que je vous ai présentées. Et n'hésitez pas donc là à utiliser la section des questions pour poser des questions si vous êtes encore présent et intéressé. Alors, donc, premier exemple que nous allons voir, une sortie de figure puis une réintégration. Alors, j'ai fait le choix pour cela de nous diriger du côté de l'or. L'or en janvier 2021, donc nous avons l'or ici en données hebdomadaires et l'or ici en données journalières, donc en janvier 2021. En janvier 2021, alors que je dise pas de bêtises, sortie de figure puis réintégration. Là, où sommes-nous? C'est pas cette figure. Que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà, non, je me disais bien que je n'avais pas pris le bon actif, XAU USD. On va aller chercher le véritable or, l'once d'or, le XAU USD. Voilà, le XAU USD, ce sera quand même beaucoup plus pertinent. Le voici. Alors, un exemple de piège technique et de réintégration, eh bien, typiquement, donc, a eu lieu ici. Je vais passer en plein écran, en données journalières. Je vais donc réduire ça. Et vous allez voir, c'est le principe du piège technique et du contre-pied, vraiment comme nous venons de voir d'un point de vue théorique. Quelque chose de très simple. Ici, donc, j'ai mon canal baissier. Ah, très bien. Je trace donc mon canal baissier en mode aimant. Je double-clique. Je prolonge. On va mettre ça en plus fort. Et voilà, j'ai mon canal baissier. Et donc ici, le marché évolue en canal baissier et arrive un jour où, c'est assez net, il sort par le haut. Très bien. C'est donc un signal de renversement à la hausse, de fin de consolidation. Mais finalement, 2 séances plus tard, il réintègre la figure, il réintègre le canal baissier. Et où se dirige-t-il? Eh bien, non seulement vers l'ancien plus bas, mais en fait tout en bas, en direction du bas du canal et en direction ici de cette ligne de tendance de long terme. Là, c'est l'exemple parfait du contre-pied et du faux signal qui génère un bon signal. Le faux signal ici, et la réintégration est un signal opposé, un puissant signal de vente. J'ai même le pullback ici sur l'oblique qui en fait est devenu une super résistance. Et derrière, le marché est reparti en tendance baissière. Maintenant, je vais vous montrer un exemple de filtrage en associant divergence de RSI et lagging span. J'ai un exemple ici qui est tout à fait étonnant. Nous nous dirigeons du côté de l'euro-dollar en octobre 2017. Alors, octobre 2017, il va falloir retourner assez loin dans le passé. Que s'est-il passé en octobre 2017? Parce que j'ai noté tous ces exemples sur mes feuilles. Alors, en octobre, non, euro-dollar, oui, c'est ça, octobre 2017. Octobre 2017, voilà, c'est ici. Alors, je passe en plein écran. Voilà. Nous avons donc une tendance haussière impeccable. Et je vais, et donc ici, vous reconnaissez la structure en épaule, tête-épaule. Tendance haussière, épaule, tête-épaule, cassure de ligne de coup. Et là, je me souviens que tout le monde s'attendait à une chute. Sauf que ici, j'ai donc mon signal sur les prix, mais je regarde la lagging span de l'Ichimoku. Lorsque mon prix sort par le bas du nuage, la lagging span, qui est l'ultime filtre du système Ichimoku, elle est dans le nuage. Dans le nuage, c'est neutre. Ici, c'est baissier, ici, c'est neutre. Mais en Ichimoku, lorsque la lagging span n'est pas d'accord, eh bien, c'est elle qui a le dessus. Elle nous disait, attention, ce n'est pas un bon signal baissier. Et mieux que ça, nous pouvions identifier, ici, lorsque le marché faisait un nouveau plus bas, une toute petite divergence haussière de RSI. Donc, si nous avions eu ici une cassure de ligne de coup de l'épaule tête-épaule, et que la lagging span n'avait pas été sur support et qu'il n'y avait pas eu de divergence, j'aurais pu me lancer dans ce signal de trading baissier. Mais
j'avais une alerte ici et une divergence haussière qui me disait attention, ce signal n'est peut-être pas un bon signal. Et finalement, il est réintégré et derrière, le contre-pied aussi. Donc, l'association, et il y a beaucoup d'autres exemples, l'association divergence de momentum, lagging span, elle est vraiment très efficace pour filtrer les faux signaux. Et on peut même pousser la logique plus loin que ça. Dès lors que je me dis, grâce à ces filtres, qu'ici c'est un faux signal et qu'on va donc réintégrer, je cherche même des achats avant la réintégration. Vous voyez un peu jusqu'où on peut aller. Je suis un jusqu'au boutiste chartiste et bien sûr, ce n'est pas l'approche que tout le monde est obligé de prendre. Maintenant, comment filtrer avec le volume institutionnel? Alors, je vais rester ici sur le cours de l'euro-dollar. Je vais me mettre en plein écran ici, donc en données hebdomadaires. Nous avions sur le cours de l'euro-dollar en 2019-2020 une belle tendance baissière. Parfaite tendance baissière depuis 1,25, canal baissier qui était très bien. Et donc, il y a eu en janvier-février, c'était très volatile, c'était compliqué. Il y a eu beaucoup de volatilité. Ici, la cassure du plus bas. Donc, regardez ici, cassure du plus bas, c'est un signal de continuation baissière. Et finalement, non, on réintègre et ça explose en contre-pied aussi. Eh bien, figurez-vous que les données publiques de volume institutionnel, dont je vous ai parlé pendant la présentation, nous disaient que dès cette période-là, les institutionnels commençaient à acheter. Donc, cette cassure ici de support avait une très forte probabilité d'être un piège. Sauf qu'il fallait accéder à ces données. Alors, je les ai donc ici. Vous avez sous les yeux le rapport Community of Traders qui est actualisé une fois par semaine aux États-Unis. Je prends donc le marché d'échange, le cours de l'euro-dollar. Les institutionnels, ce sont les positions dites leverage, fort effet de levier. Et donc, ce qu'on observait, c'est que dès février 2020, vous avez ici le solde net, c'est la différence entre acheteurs et vendeurs parmi les traders pro. Dès février 2020, eh bien, il y en avait qui se mettaient à massivement acheter. Et cela a eu lieu avant le piège technique. Donc, c'est une façon, là aussi, de se protéger et de ne pas tomber dans un faux signal, c'est d'aller une fois par semaine regarder le positionnement des institutionnels et vous voyez qu'il y a beaucoup de produits disponibles avec des données publiques, même le cours du Bitcoin, les matières premières agricoles, les indices, il y a beaucoup d'informations. Les indices de devise, maintenant, un exemple. Alors, pour les indices de devises, c'est donc par rapport à l'euro-dollar. Je vais donc revenir sur le cours de l'euro-dollar en novembre 2020. Le cours de l'euro-dollar en novembre 2020, ça a été donc plus proche de nous. Et donc, ce qui s'est passé en novembre 2020, c'est que l'euro-dollar a donné un signal. Alors, je vais remettre ça proprement. L'euro-dollar a donné un signal en novembre 2020, c'était ici. Alors, hop, c'était en novembre 2020. Ici, voilà. L'euro-dollar est donc sorti par le bas du nuage, ici, c'est un signal baissier. Et dites-vous bien donc que si l'euro-dollar sort par le bas, c'est donc que l'USD, euro/USD, si on a une cassure de support sur euro/USD, c'est que l'USD est haussier. Et le réflexe, c'est de se dire, ce fameux dollar index, suivi par les institutionnels, à ce moment-là, devait donner un signal haussier, lui. Eh bien, pas du tout. En novembre 2020, alors je vais aller chercher le DXY, je vais vous montrer ça sur un autre graphique en novembre 2020 que je puisse illustrer donc ce propos. Il devait donc lui, quant à lui, dépasser une résistance et je vous le montre ici. Eh bien lui, non, lui était resté dans le nuage. L'euro-dollar sortait par le bas, le DXY, lui, ne sortait pas par le haut. Eh bien, il y avait une très forte probabilité que la cassure de support de l'euro-dollar soit un faux signal et réintégration, contre-pied et derrière, l'envolée. Ce principe théorique que nous avons vu du contre-pied. Donc ça, je parle du marché d'échange. Enfin, dernier exemple, l'approche intramarché. Je vais utiliser ici l'or et l'argent. Donc, prenons ici le cours de l'or. J'ouvre le cours de l'or à gauche en hebdo, à droite en journalier. Et donc, en mars 2021. En mars 2021, sur le cours de l'or, alors que s'était-il passé en mars 2021? Nous avons ici, en mars 2021, un double bottom sur l'or. Qu'en est-il de l'argent métal? Alors, l'argent, on va aller chercher. Notre ami l'argent métal, où se cache-t-il en USD? Il est là.
D'ailleurs, au passage, les signaux sont très oscillés dans l'immédiat. Alors, XAGUSD, j'ouvre le graphique. Et donc, voilà. Nous avons donc en mars 2021 un argent en tendance baissière qui casse un support, ici. Pour beaucoup, et en plus, Ishimoku valide. Pour beaucoup, c'était une superbe cassure de support et on devait couler. Mais, rappelez-vous, sur les métaux précieux, l'or est leader, rien ne se fait sans l'or. Et lorsque l'argent cassait un support, ici en mars 2021, eh bien, l'or, lui, non, ne cassait pas le support. Et donc, il y avait une probabilité forte que l'argent, il s'agisse d'un faux signal. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un contre-pied. Et maintenant, le marché est tout en haut. Donc ça, c'est un filtre propre aux métaux précieux. Systématiquement, cela doit être confirmé par un signal identique sur le cours de l'or. L'or aura toujours le dessus, notamment par rapport à l'argent métal. Par rapport donc à l'argent métal. Alors, voilà, bah, écoutez, moi j'ai alors terminé, ça fait donc plus de 45 minutes, j'ai terminé la présentation et les slides que je souhaitais vous présenter. Alors, j'espère que ça vous a intéressé, que vous êtes toujours présent, hein, n'hésitez pas voilà, à me l'indiquer. Alors, y a-t-il des questions sur ce que nous venons de voir? Est-ce que cela vous a plu ou pas? Alors, ça a été enregistré, donc ce sera disponible dès demain matin sur la chaîne YouTube de Swissquote Suisse. Les slides, je les enverrai à Swissquote Suisse sous la forme de PDF. Vous pouvez donc en faire la demande. Moi, j'aurai le plaisir à nouveau de vous retrouver donc dans un mois pour à nouveau donc ce type de vidéo de 3/4 d'heure sur des sujets bien précis de l'analyse technique. Et n'hésitez pas de votre côté à suggérer aux équipes de Swissquote Suisse des thèmes que vous souhaiteriez que je traite. Alors, donc, je termine avec quelques slides, entre autres, qui fête ses 25 ans au passage, hein, 25 ans d'expertise pour Swissquote. Et donc ici, encore des informations avec ces 25 ans d'expertise. Voilà, alors Nicolas me dit pardon, que c'était super, ben, je vous en remercie. Donc je regarde, je ne vois pas de questions. Très bien, ben, écoutez, dans ce cas, je vais vous laisser passer toutes et tous une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté et au plaisir de vous retrouver ici. Merci beaucoup, à bientôt.